Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis comme tous les matins pour 24 minutes de direct et d'interaction avec vous évidemment, mais aussi avec notre invitée. Une invitée du jour qui est une présentatrice grâce à laquelle, de cette hermienne, nous pouvons appréhender un rendez-vous chez le médecin sans être foudroyé par une crise d'angoisse ou une crise cardiaque. Chaque jour, elle tient les rênes des plus anciennes émissions du paysage audiovisuel français. Elle tente de rassurer les plus grands hypocondriaques que nous sommes tous, qui l'interrogent sur leurs bobos ou leurs pépins de santé. Mais le cabinet médical de cet échographiste de métier n'est pas ouvert seulement à la mi-journée. Elle consulte, si vous le souhaitez, le soir, en première partie de soirée, avec également deux émissions totalement différentes. Marina Carrère-Dancos, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Vous présentez sérieusement un nouveau numéro du magazine Enquête de santé, ce mardi soir à 20h50, si je rappelle, c'est sur France 5. En direct. En direct, une émission au cours de laquelle vous allez vous interroger et vous intéresser à la dépression. Est-ce que ce n'est pas justement un peu déprimant un mardi soir, alors que le week-end est encore très loin, de s'intéresser à un tel sujet qui est un peu, on va dire, un peu angoissant quand même? D'abord, c'est... comme on peut dire, concernant, puisque c'est 20% quand même des Français qui feront une dépression un jour, donc c'est quand même important d'en parler. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on l'aborde là sous un angle un peu différent, c'est-à-dire qu'on va dire que bien sûr, les antidépresseurs, quand on est en phase aiguë d'une dépression sévère, il n'y a pas le choix, on ne peut pas prendre autre chose parce que c'est le seul médicament qui peut vous sauver la vie, parce que c'est une maladie mortelle, les dépressions graves, parce qu'il y a un risque suicidaire élevé. Mais ce qu'on va expliquer, c'est que quand les dépressions ne sont pas sévères ou quand on a passé cette phase aiguë où il y a un risque suicidaire élevé, il y a des alternatives autres que médicamenteuses, et c'est de ça dont on va parler. On va parler méditation, on va parler yoga, on va parler alimentation, activité sportive. Voilà, on va parler de différentes choses qu'on peut faire pour aller mieux quand on a une dépression qui n'est pas sévère ou une fois qu'on a passé justement ce cap. Donc ça, c'est important parce que c'est positif quand même. Et on va par exemple expliquer que la méditation fait aussi bien, et on le sait scientifiquement, en matière de prévention des rechutes de dépression que continuer des antidépresseurs. Donc ce sont des choses positives aussi qu'on va expliquer. Aujourd'hui, à peu près, c'est dans le traitement, ces solutions alternatives d'une certaine manière par rapport justement au traitement médicamenteux. C'est rentré à l'hôpital maintenant, ces traitements à la méditation. Ça fait 15 ans quand même qu'elle est pratiquée à l'hôpital Sainte-Anne pour les patients dépressifs. Donc c'est tout à fait accepté. C'est pas encore des thérapies pour certaines qui sont reconnues officiellement, donc prises en charge, mais de plus en plus, les médecins s'ouvrent effectivement à ces pratiques alternatives qui sont quand même absolument essentielles, mais qui sont, je vous le dis, pour certaines, reconnues officiellement, scientifiquement. Donc il faut plus s'en passer. Nous sommes en direct avec Marina Carrère-Dancos, avec nous sur le Figaro Live, diffusé, je rappelle, sur le Figaro.fr, également la page Facebook de TV Mag. Est-ce que vous suivez religieusement le conseil santé qui nous assène à la mi-journée sur France 5? Je vous propose. Moi, c'est en termes de médecine. Est-ce que vous regardez également les documentaires diffusés sur cette chaîne? Est-ce que vous aimeriez la voir peut-être à la tête d'un programme de divertissement? On ne sait jamais. Marina, dites-nous tout. En attendant, on découvre ensemble avec Damien Canivez les news médias du jour. Les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Marina. Bonjour. Tradition oblige, on commence toujours par les audiences de la veille de la télé française. Qu'est-ce qui s'est-il passé hier soir, Damien? Eh bien, TF1 peut se vanter de conserver la première marche du podium, mais pas de quoi fanfaronner pour la première chaîne de France. 3,7 millions de curieux se sont rassemblés devant le lancement de H24, la nouvelle série hospitalière qui raconte le quotidien de 4 infirmières incarnées par Anne Parillaud, Frédéric Bell, Barbara Cabrita et Florence Coste. M6 enfile la médaille d'argent avec la suite de la 4e saison de Mariés au premier regard. Gros score pour cette émission où des amoureux, des anonymes se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage. C'est assez audacieux. 2,8 millions de fidèles, 13,7% de part d'audience. France 3 monte sur le podium avec un nouveau numéro de Secrets d'Histoire consacré à Blanche de Castille. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui arrive en tête de la TNT. Il s'agit de W9, la chaîne du groupe M6, dégainé un long métrage intitulé Taken 3, rythmé par l'insubmersible, invincible Liam Neeson. 1,5 million de cinéphiles ont répondu présent. Un mot, Marina, sur TF1, donc, hier soir, la série hospitalière H24. On voit que le genre médical dans les séries fonctionne beaucoup. Vous êtes une grande consommatrice de ce type de série ou au contraire vous restez éloigné du sujet? Non, c'est pas que je reste éloigné, je suis plus série policière personnellement, donc je regarde pas beaucoup ce genre de série, mais si j'avais regardé Nina parce que j'aimais bien les acteurs. Avec Elise M, ouais. Voilà, je regarde pas, mais non, c'est plus les séries policières, mais c'est bien, je comprends très bien que ça fascine, et c'est vrai quand je vois ce qu'on propose in vivo, nos séries de 7 minutes dans l'émission qui sont souvent en immersion dans les urgences auprès des pompiers, etc. Il y en a maintenant sur plein de chaînes des documents comme ça, et je comprends qu'effectivement ça s'intéresse, c'est le vrai quotidien.
Les magazines d'enquête et d'immersion. On voilà. poursuit les news médias, cette fois avec Cyril Hanouna de TPMP qui recevra prochainement Marlène Schiappa. Oui, la secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a accepté de se rendre dans Balance ton poste ce jeudi à 21h50 sur C8. C'est une émission au cours de laquelle, on le rappelle, les chroniqueurs échangent leur point de vue sur les grandes obsessions du moment en compagnie d'invités. Gilets jaunes, violences conjugales, violences policières, bien-être animal, euthanasie, tout y passe dans cette émission. Et cette semaine, Marlène Schiappa se tiendra aux côtés de Cyril Hanouna dans un numéro spécial baptisé « La France est-elle raciste ?» C'est une interrogation. Donc, outre les Karim Zeribi, Jimmy Mohamed et Eric Nolot qui participent au succès de cette émission, des anonymes viendront témoigner en plateau afin d'apporter leur expérience. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la secrétaire d'État accepte de se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna. Le 25 janvier 2019, elle co-animait un numéro qui s'inscrivait dans le grand débat national voulu à l'époque par Emmanuel Macron. À cette époque-là, dites-vous que plus d'1 million de curieux se sont rassemblés devant ce numéro, ce qui représentait en fait un record d'audience. Donc, on imagine pourquoi Cyril Hanouna a accepté de la faire revenir sur le plateau. L'effet booster. Plus sérieusement, un membre du gouvernement chez Cyril Hanouna, c'est sérieux en termes de stratégie de communication? Moi, j'ai la plus grande sympathie pour Cyril Hanouna, donc c'est pas sur son émission que je jugerai. Je ne sais pas si c'est la place ou pas des membres du gouvernement, mais j'imagine que c'est de la communication bien orchestrée. Donc je sais pas. Franchement, je n'ai pas tellement... Si effectivement Emmanuel Macron trouve que c'est une bonne stratégie, je trouve ça très bien. C'est dit. On termine ces infos médias avec Nagui, oui. Le champion des audiences et des jeux, je rappelle, qui répond à la polémique, cette fois qui touche Interville. Oui, alors c'est vrai que ce programme mythique de la télévision française, qui est Interville, n'est pas encore revenu à l'antenne, qu'il fait déjà l'objet de controverses, de polémiques. Ce jeu où deux communes s'affrontent est censé signer son grand retour courant 2020 sur France 2. Il sera animé par Bruno Guillon, par Olivier Mine et Valérie Bègue. Nagui sera en régie avec la casquette de producteur et ce dernier avait très vite fait savoir que les vachettes seraient exclues de la nouvelle mouture, suscitant ainsi la colère de l'Union des villes taurines de France qui a appelé les villes à boycotter l'émission. Alors hier, l'animateur de N'oubliez pas les paroles a répondu à cette association au micro d'une interview sur France Inter. Ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent, mais il y a un truc en effet qui s'appelle la télécommande. Ils pourront regarder ou pas. Fin de citation. Au moins le message est clair. Relancer Interville sans les vachettes, c'est sérieux pour vous? C'est pas décevant? Non, mais c'est surtout que moi, je sais pas, quand j'étais petite, j'ai passé les vacances au Pays Basque et on allait voir effectivement les vachettes dans des spectacles. J'ai pas eu l'impression qu'elles soient traumatisées. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on était dans le mal-être animal quand il y avait les vachettes. On les tue pas, on leur fait pas de mal, personne ne les agresse. C'est vraiment un jeu. Je trouve que là, on interdit tout maintenant quand même. Il y a un moment où on a le droit quand même un tout petit peu de vivre. Et j'ai jamais vu de plainte de vachettes, hein. Mais très honnêtement, je n'ai jamais eu l'impression qu'elles étaient maltraitées pendant ces courses quand même. C'est dit. Merci Damien pour ces news médias et place désormais donc à un interview de Buzz Télé avec Marina. Soigner la dépression autrement, donc c'est le titre du numéro que vous présentez ce mardi soir à 20h50 dans le cadre du magazine Enquête de santé. Je le rappelle, c'est sur France 5. Un sujet intemporel, vous l'avez rappelé, qui touche 4 millions de Français aujourd'hui. Pourquoi décider de vous intéresser justement maintenant à ce sujet? D'abord parce qu'il y a des dépressions qu'on dit saisonnières, qui sont liées au manque de lumière. Donc, et là, on a un traitement qui est assez efficace, qui est la luminothérapie, qui est validée. Donc, c'est effectivement intéressant de toute façon d'en parler pendant ces saisons où on manque de lumière. Et en ce moment, honnêtement, on en manque beaucoup. Et donc, évidemment, on parle plus largement de la dépression au sens large, parce qu'il y a des dépressions qui sont liées à des événements de vie, à des traumatismes, à des deuils. Et puis, il y a des tas de personnes qui ont des dépressions fréquentes sans qu'on ait aucun accident de vie qui explique ça. C'est probablement génétique, on ne sait pas très bien, mais ça touche tellement de gens et ça reste encore aujourd'hui tellement tabou et mal compris. Le nombre de gens qui peuvent continuer à dire à quelqu'un qui est dépressif, mais bouge-toi un peu, il y a pire dans la vie, il y a des gens plus malheureux que toi, c'est inaudible pour ces gens qui souffrent. C'est inaudible parce que c'est déjà culpabilisant quand on est une femme active, un homme d'affaires, quelqu'un qui normalement bouge dans la journée, ne plus pouvoir sortir de son lit tellement on est mal, tellement on a envie de mourir. De s'entendre dire, écoute, fais un effort, bouge, c'est inadmissible. Donc il faut qu'on explique aux gens déjà ce qu'est la dépression et pourquoi effectivement on ne peut pas bouger quand on a une dépression. Et puis surtout expliquer que ça se soigne, que ça se prend en charge et que ça se soigne et c'est essentiel.
Français sont un peu des champions de consommation des antidépresseurs. Pourquoi voulez-vous proposer des solutions alternatives, sachant que le traitement justement chimique fonctionne a priori plutôt bien aujourd'hui? Mais parce qu'il ne faut pas donner des antidépresseurs à tout le monde d'abord. Il ne faut pas donner des antidépresseurs forcément si on a une dépression qui est dite légère ou modérée, parce que il y a des thérapies alternatives tout aussi efficaces, donc on ne les donne pas à toutes les personnes qui ont une dépression. Et puis parce que quand on a donné des antidépresseurs, et il faut le faire en cas de dépression grave, une fois qu'on a passé le cap le plus sévère, au bout d'1, 2, 3, 4 mois, on peut proposer d'autres choses pour finir la période de traitement et surtout pour éviter la rechute, parce que le risque de la dépression, c'est la récidive. Et là, on a d'autres solutions aujourd'hui qui ont été validées scientifiquement, qui sont aussi efficaces que de continuer les antidépresseurs pour éviter les rechutes. Donc il faut effectivement pouvoir s'emparer de tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui peut être proposé aux patients, en sachant qu'à côté de ça, il y a des thérapies qui ne sont pas validées, que certaines cliniques ou médecins proposent, et là, il faut être plus méfiant, bien évidemment. Damien, des premières réactions et questions de nos amis internautes. Effectivement, Philippe, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr. Alors, les premières questions sont arrivées. On a une question de Nicolas qui rejoint une autre de Sylvain sur le magazine de la santé qu'on posera un peu plus tard au cours de ce Buzz TV. Mais tout d'abord, une question d'Alexandre qui souhaite savoir si vous, à titre personnel, Marina, vous êtes hypocondriaque. Je suis cancérophobe, pas hypocondriaque. Ah, c'est-à-dire un peu la même chose. Non, c'est-à-dire que ça s'arrête au cancer chez moi, l'angoisse. Je m'en trouve régulièrement. Mais on peut avoir peur d'avoir un cancer à n'importe quel état de santé, dès lors que vous éternuez. Ah non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas peur, je ne pense pas avoir une maladie dégénérative neurologique, par exemple. Moi, c'est le cancer qui me fait peur. Et ça se matérialise comment? Vous allez tout le temps voir le médecin? Ah non, pas du tout, parce que je suis quand même un petit peu rationnelle. C'est-à-dire que dès que j'ai un symptôme, je me dis c'est un cancer, ce qui n'est absolument pas logique, et je passe une semaine d'enfer en me disant mais c'est évident que c'est un cancer, c'est évident. À la fin de la semaine, le symptôme est passé et j'ai un autre cancer 15 jours après. Non, mais je plaisante, mais c'est fatigant. Mais c'est pas dur d'animer une émission de santé quand on est cancérophobe? Non, parce que justement, je sais, j'apprends en permanence quels sont les vrais signes, je sais que quand un signe disparaît au bout d'une semaine, c'est tout à fait rassurant. Mais voilà, je tiens à la vie et j'ai peur de la perdre comme ça. Moi, ça fait partie de mes angoisses. Rassurez-nous, vous allez bien. Écoutez, je crois. On touche du bois. Un mot sur peut-être la sécurité sociale qui rembourse en partie les antidépresseurs. Est-ce que c'est également le cas pour, alors je cite un peu ces méthodes, la stimulation magnétique transcrânienne, la luminothérapie dont vous avez parlé et autres méthodes que vous allez vous présenter ce soir dans l'émission? Est-ce qu'il y a une logique de coût et de remboursement qui joue là? Alors pour l'instant, ce n'est pas pris en charge parce que ce n'est pas reconnu officiellement comme thérapie de cette maladie, de la dépression. Bon, ça se pratique à l'hôpital, donc c'est tout à fait abordable pour les patients, y compris par exemple les groupes de méditation qui sont faits à Sainte-Anne ou dans d'autres services de psychiatrie. Mais pour l'instant, ça n'est pas encore validé scientifiquement comme traitement officiel de la dépression. Mais c'est des traitements qui sont extrêmement efficaces, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a presque 20% des gens qui sont résistants aux antidépresseurs, donc même dans les formes sévères, il y a des patients qui ne peuvent pas bénéficier des antidépresseurs. Et là, effectivement, on peut s'intéresser à cette thérapie de stimulation magnétique transcrânienne qui est très intéressante. Le traitement entre guillemets magique, il n'y a pas de traitement magique qui fonctionne le mieux aujourd'hui justement dans ces alternatives? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un traitement justement en particulier qui fonctionne le mieux? Il n'y a pas un traitement, la stimulation magnétique marche chez certains patients de manière très intéressante. Et on a, pour des patients qui sont résistants et qui sont en immense souffrance, on a toujours les électrochocs. Ça peut paraître barbare, mais aujourd'hui, c'est pratiqué toujours. Bien sûr, c'est pratiqué dans les hôpitaux psychiatriques et ça sauve des gens, même s'il y a des effets secondaires. Il y a effectivement des pertes de mémoire, il y a des effets secondaires après ça, des maux de tête. Mais quand on est à un risque suicidaire tellement élevé que les antidépresseurs ne marchent pas, ça sauve des gens, bien sûr. Damien. Allez, une question de Tristan sur Twitter qui souhaite savoir, alors attention, une question qui nous intéresse tous, sur le coronavirus. Le coronavirus qui fait un peu paniquer tout le monde, c'est vrai, en France. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter justement? On rappelle que l'Organisation mondiale de la santé a récemment décrété le niveau d'urgence internationale, je crois que c'est ça le terme. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter en France? Quand on est en France, il faut être vigilant, parce qu'il faut être vigilant en général. Inquiet, honnêtement, là, je trouve que l'évolution est plutôt bonne, puisqu'il n'y a pas d'épidémie actuellement en France. Les 6 cas qu'on a sont parfaitement circonscrits. Il n'y a pas de cas qu'on ne comprend pas. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on sait très bien comment ils se sont contaminés. En recherchant parmi leurs proches, on n'a pas de nouvelles contaminations. Donc on n'a pas de virus qui circule en France. On a des cas qui sont à l'isolement, qui ont été parfaitement pris en charge. Donc honnêtement, s'inquiéter, ça ne me paraît pas raisonnable. Je pense qu'il vaut mieux actuellement, quand on est en France, s'inquiéter pour la grippe quand on n'est pas vacciné, parce qu'elle arrive et qu'elle va être costaud. Est-ce que vous pensez que le gouvernement véhicule une bonne communication sur le coronavirus, sachant qu'effectivement on entend des termes comme urgence internationale du côté de l'OMS,
l'OMS. On parle de mort en Chine et finalement on a l'impression que demain on va tous mourir alors qu'en réalité ça n'a pas l'air si grave que ça lorsqu'on vous écoute. On ne va pas tous mourir, je crois. Mais la France, je pense, prend pour notre pays les mesures qui s'imposaient, qui étaient absolument rigoureusement scientifiques, c'est-à-dire d'avoir mis à l'isolement les Français qu'on a rapatriés de Wuhan, mettre à l'isolement les 6 patients que l'on a tels qu'ils ont été pris en charge. Je pense qu'on fait exactement ce qu'il faut faire. Vous savez, on en ferait moins et il y aurait un problème, tout le monde tomberait ensuite sur le gouvernement. C'est pas facile, hein, une épidémie qui commence, on ne sait pas ce qui va se passer. En Chine, elle se propage vite puisqu'elle effectivement, il y a plus de cas que le SRAS, mais pour l'instant, effectivement, elle m'a l'air bien circonscrite. C'est très compliqué de savoir comment ça va évoluer. Depuis hier, avant-hier, on a l'impression qu'en France, ça évolue plutôt bien, mais on est à l'abri de rien. Et honnêtement, les détracteurs, après, sont quand même toujours très virulents. Donc, il faut faire attention. Un message donc plutôt rassurant. Quelques chiffres, Marina, sur vos rendez-vous, évidemment, sur France 5. Votre magazine, vous rassemblez en moyenne 777 000 téléspectateurs, pour être précis, 3,2% de part d'audience. À 13h40, cette fois, avec le magazine de la santé, vous fédérez 634 000 fidèles, 7% du public. Dernière semaine de janvier, vous avez même battu un record d'audience de la saison avec 7,7% de part d'audience. Ça signifie quoi? C'est les Français raffolent les émissions de santé ou c'est vraiment des grands malades? Peut-être les deux. Non, je pense que la santé continue à passionner. Quand vous regardez les JT, il y a de la santé dans tous les JT maintenant. La santé vraiment continue de passionner. Je pense qu'on continue, grâce à une équipe qui est formidable, à être rigoureux, donc à apporter les bonnes informations, sans non plus paniquer et plomber l'ambiance à chaque émission, sinon ça serait difficile. Et puis parce qu'on a aussi évidemment des invités qui viennent de tous horizons, que ce soit des acteurs, des écrivains qui viennent nous parler autour de la santé. Donc c'est très diversifié. Bien sûr que ça intéresse tout le monde. Je crois que là, on en a la preuve avec l'épidémie de coronavirus. Je pense qu'on a en plus encore un peu plus de téléspectateurs qui viennent chercher une information la plus exigeante possible, effectivement, qui ne soit pas dramatisante, qui soit honnête. Voilà, effectivement, je pense que les téléspectateurs sont toujours en demande et ils savent qu'a priori, on est une émission à peu près, j'allais dire, sérieuse et en même temps un petit peu légère quand on peut l'être. Donc ça marche bien sur France 5. Comment vous expliquez globalement que TF1 et M6 ne soient pas engagés également sur ce type de programme? Ils le sont d'une autre façon. Ils le sont quand ils font des émissions de télé-réalité, quand ils font maigrir des gens, par exemple, pour M6, ou quand ils en parlent en permanence dans leur JT sur TF1. Donc ils en parlent, oui, bien sûr. Mais c'est le même format, donc. Voilà, pas avec le même format. C'est pas forcément facile de faire 1h30 d'émission consacrée à la santé. On a l'avantage pour nous d'avoir tout ce passé de crédibilité et d'être sur une chaîne aussi où ça fonctionne bien. Damien. Allez, on va prendre la question de Nicolas et celle de Sylvain. Est-ce que Michel Simès vous manque à la tête du magazine de la santé? C'est vrai que vous avez. C'est la question qu'on va vous poser jusqu'à la fin de votre carrière. C'est ça, je pense que dans 10 ans, on me le demandera encore. Il ne me manque pas parce que je le vois pratiquement tous les jours, parce qu'on est toujours associés, on est dans les mêmes bureaux, donc on se voit tout le temps. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, la présentation, il n'avait plus envie de présenter le magazine, donc je ne vais pas le regretter alors qu'il n'avait plus envie d'être là. Non, mais c'est un partenaire de jeu particulier, avec un humour pince sans rire que les autres n'ont pas forcément. Non, mais mes 3 coprésentateurs là, qui sont là depuis un peu plus d'1 an apportent autre chose. Ils sont extrêmement agréables, ils apportent des intérêts médicaux différents, puisqu'on a la province, d'autres de Paris, chirurgiens, médecins légistes, on a vraiment de tout. Et puis voilà, ils sont plus jeunes que moi, donc ils m'apportent quelque chose d'un petit peu nouveau que j'avais plus. Donc voilà, c'est très agréable. Non, franchement, c'est toujours autant un plaisir de présenter. Et Michel, je le vois tous les jours, donc il n'y a aucun problème. Émission rassurée. Oui. Vous êtes à la tête du magazine de la santé, je crois que ça fait une vingtaine d'années. Est-ce que vous n'avez pas envie, justement, comme Michel Simès, de faire un peu autre chose? Je fais autre chose. Je présente Le Monde en face les autres mardis soirs quand il n'y a pas enquête de santé. Donc je fais un magazine de société, de géopolitique, d'économie, enfin vraiment très différents et qui me font travailler énormément parce que je ne suis pas forcément compétente dedans. Donc j'apprends énormément de choses et j'en suis ravie. Et puis j'écris des romans et c'est tout à fait, ça me convient tout à fait. Voilà, donc je me diversifie. Le divertissement, comme un peu tenté, en lien évidemment avec la médecine, tenté Michel Simès, c'est quelque chose qui pourrait vous titiller, vous amuser, vous... Je ne crois pas que ça soit mon genre, j'ai pas l'impression, non.
Damien, encore une réaction? Oui, effectivement. Alors, cette fois-ci, une réaction de Hervé par rapport à votre actualité littéraire, effectivement, parce qu'il sait que vous écrivez des livres. Et on en a parlé juste avant cette émission, donc c'est assez drôle qu'il pose cette question. Est-ce que vous avez d'autres actualités qui vont arriver dans les prochains mois? Oui, absolument. Après mes 2 premiers romans, là, j'ai écrit un roman policier, ça me travaillait depuis longtemps, voilà, qui va sortir en avril chez Loïs d'Ormesson et qui s'appelle Les Enfants du Secret. Les Enfants du Secret. Et ce sera vraiment une intrigue policière pure et dure, ou il y aura aussi une histoire de romance à l'intérieur? Comme c'est souvent le cas. C'est la formule de roman policier, parce que j'avais envie d'écrire ce style-là, ça me titillait depuis longtemps, avec un peu d'éléments de santé, un petit peu d'éléments de romance, un peu de tout, un peu de la vie, quoi, en général. Avec un médecin légiste au cœur de l'intrigue, vu qu'il y a un petit peu de santé. Il y aura un médecin légiste, il y aura des policiers, il y aura tout ce qu'il faut il y aura des morts, tout ce qu'il faut pour un roman policier. Vous savez, c'est assez classique. Mais oui, c'est un genre que j'avais vraiment envie de faire, et intellectuellement, c'est fascinant à faire. L'écriture, c'est quoi? Un exutoire, un échappatoire, c'est un défi. C'est un défi. Pourquoi un défi? Parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça, que ça a été compliqué à faire, que mes 2 romans se sont bien passés, mais que c'est difficile pour moi d'écrire. Je trouve que c'est quelque chose de lourd, c'est compliqué, c'est fascinant, mais c'est compliqué. Et qu'à chaque roman, et je continuerai, j'espère, le plus longtemps possible, à chaque roman, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Mais à chaque roman, c'est quand même compliqué. Et un roman policier, là, c'était encore plus compliqué, parce qu'en l'occurrence, je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. Donc c'est vraiment le défi de savoir si on va arriver au bout du livre. Et quand on a fini... On souffle. Oui, on souffle. Je rappelle, le dernier livre impublié, c'était Une femme entre 2 mondes. Absolument, c'était chez La Carrière. Hormis la santé, vous incarnez, vous venez d'en parler, Le Monde en face sur France 5. Dans une semaine, vous allez proposer un documentaire consacré à Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en lumière ce dirigeant, on peut dire quoi, peu recommandable, pardon? Parce que il est à la tête d'un pays qui est quand même situé en matière de géopolitique un endroit absolument stratégique, que les alliances qui sont faites progressivement ou qui bougent entre les États-Unis, la Chine, les Russes, c'est quelque chose d'absolument fascinant, et c'est à côté de l'Iran, à côté de tous ces pays-là, donc c'est un endroit qui est absolument essentiel, et que cet homme-là est un homme qui est jeune, qui est arrivé quand même extrêmement rapidement, en laissant de côté ceux qui auraient dû a priori prendre sa place, et que on ne sait pas très bien, enfin c'est ça qui est intéressant en tout cas dans ce documentaire et dans le débat qui suit, si c'est un dictateur qui risque de tout perdre parce qu'il va être renversé, on ne sait pas encore par qui, si c'est par des voisins ou par son propre peuple, ou si c'est un homme qui ouvre vraiment son pays en laissant par exemple conduire les femmes, en laissant les femmes faire des études, en laissant entrer la musique maintenant et les concerts dans son pays. Alors qu'en même temps, il emprisonne les femmes hostiles à sa politique. Et il est suspecté de l'assassinat aussi, d'avoir commandité l'assassinat d'un journaliste. C'est ce que la CIA affirme. Pour l'instant, on n'a aucune preuve, si ce n'est qu'effectivement cet homme a été assassiné et ses restes éparpillés. C'est quand même partie des choses qui ont alerté à la fois les médias, la communauté internationale et son peuple. Et ça a été quand même un tournant. Vous ne l'avez pas rencontré, j'imagine? Non, je ne l'ai pas rencontré. Le réalisateur du documentaire, oui. Oui. Allez, question, Damien, les internautes. Une question d'Héloïse sur les aides-soignants. On sait que les aides-soignants font grève, comme beaucoup de professions en France actuellement. Est-ce que vous les soutenez? Oula, 200 000 %. Ouais. Je soutiens les aides-soignants et les infirmières qui sont les éléments sans lesquels l'hôpital public ne pourrait pas fonctionner. Notre hôpital public est en train de mourir, très honnêtement. Les médecins se battent, non pas pour eux, ils se battent pour les... C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de chefs de service qui ont démissionné. Ils se battent pour qu'on revalorise le salaire des infirmières, des aides-soignants qui n'en peuvent plus, qui sont en burn-out permanent, qui continuent à travailler malgré leur état d'épuisement parce qu'elles ont une vraie conscience professionnelle, c'est incroyable. Les médecins se battent pour ce personnel, pour les patients, parce que si l'hôpital public ferme, ça sera une catastrophe pour les patients. Donc oui, bien sûr, je soutiens à 2000 % le combat des aides-soignantes et des infirmières, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer leurs conditions aujourd'hui? Il faut revaloriser leur salaire, il faut arrêter de donner des primes qui sont des petites choses. Mais vraiment, c'est tout à fait exceptionnel. D'abord, elles ne sont pas très élevées, honnêtement. C'est très exceptionnel, ça sera peut-être pas renouvelé l'an prochain. Et ça n'est pas sur leur retraite. Il y a un moment où ça n'est pas décent que les infirmières de notre pays soient payées moins que tous les autres pays européens. C'est absolument scandaleux. Bien sûr qu'il faut trouver de l'argent, mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Point final. C'est dit, comme on dit. Marina, je vous propose de conclure cet entretien par notre rubrique sucré-salé. Vous allez faire des choix draconiens. Oula.
Alors le principe est simple, on vous soumet 2 propositions, et évidemment vous n'en choisissez qu'une seule et que vous pouvez argumenter si vous le souhaitez. Est-ce que vous êtes plutôt Michel Simès ou Régis Boxley? J'ai pas un joker. Je suis Régis Simès. On va faire comme ça. L'opération fusion-absorption. Adriana Carambeu ou Nagui, les deux partenaires de jeu, je rappelle, de Michel Simès justement. Adriana Carambeu, elle est absolument charmante. Elle avait commencé des études de médecine en plus, qu'elle a dû arrêter, mais c'est une femme fort intelligente et charmante. Alors, on reste sur votre chaîne, Anne-Elisabeth Lemoine ou Caroline Roux? Vous êtes dur avec moi. C'est le but de cette chronique. Oui, j'entends bien. Mais Caroline Roux, parce que sa compétence extrêmement large, me fascine, je dois dire. La politique, Agnès Buzyn ou Marisol Touraine? Agnès Buzyn, parce que je la connaissais avant qu'elle ne rentre au ministère et que c'est une femme que j'ai toujours beaucoup estimée et qui a une carrière qui est assez exemplaire. Et comme on parle beaucoup de télévision dans ce rendez-vous, dans les séries Doctor House ou Good Doctor? Doctor House, mais ce n'est pas mes séries préférées, celle-là. Votre joker, ce serait laquelle? Votre série préférée médicale? Médicale, ça serait plutôt Urgence. Urgence. Ouais, c'est un peu vieux, mais j'aimais bien. C'est emblématique. Oui, absolument. Merci Marina Carrère-Danco. Je rappelle, donc, on vous retrouve dans Enquête de santé, c'est mardi soir, 20h50, évidemment, sur France 5. Le 11 février également, Marina, donc avec le documentaire sur MBS. Et également, enfin, chaque jour à 13h40 dans le magazine de la santé. La liste est très longue. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Et Damien, nous recevons demain une femme également. Effectivement, une femme, une animatrice, une présentatrice que l'on a connue au sein du groupe Canal, que l'on a écouté sur RMC, qui désormais fait ses débuts sur LCP, la chaîne parlementaire, dans des grands entretiens. Il s'agit de Maïtena Biraben, que nous recevrons demain sur ce plateau. Qui revient donc un peu à la télé. Exactement. Marina, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.